Bienvenue au rendez-vous du 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Du 13 au 15 février prochain, le Bénin accueille des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. La 36e édition des journées annuelles du Club des dirigeants bancaires d'Afrique prend ses quartiers à Cotonou avec le partenariat du FAGAS. Le président de ce regroupement, lui-même dirigeant du groupe bancaire, annonce ici l'agenda de la rencontre. Nous allons organiser les 36e journées annuelles du Club des dirigeants de banque en association avec le FAGAS, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Yambay et toute son équipe pour la détermination et l'engagement qu'ils ont mis pour organiser avec nous ces journées annuelles du club sur un thème extrêmement important et qui intéresse directement nos membres. Et dont le titre est évocateur, c'est « Naviguer vers l'avenir, les banques face à tous les défis et enjeux en matière de mutation à la fois numérique, climatique, sociale et environnementale et organisationnelle auxquelles vont être confrontées les banques africaines ». Et donc l'objectif pour nous dans ces journées d'études, c'est de faire en sorte que tous nos membres qui viennent d'horizons divers et de géographies diverses, à la fois d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, etc., et qui sont très diversifiés également du point de vue taille, des banques individuelles ou des représentants de groupes sous-régionaux, régionaux bancaires africains. Le but, c'est d'avoir des regards croisés, des regards différents sur des problématiques communes. Et l'objectif principal pour nous, c'est d'essayer de, face à tous ces défis, face à toutes ces problématiques, de générer des solutions communes, des réponses communes à ces enjeux. Comment faire en sorte que la banque en Afrique, de manière générale, et le secteur financier, de manière générale, puissent jouer son rôle pleinement en matière de financement de l'économie, en matière de financement des PME, PMI, TPE, etc., comment accompagner ce formidable mouvement vers le développement et vers la croissance que vit l'Afrique actuellement. Vous savez que plus d'une vingtaine de pays, selon le rapport du FMI 2023, africains, auront des taux de croissance supérieurs à 5%, dont le Bénin qui, comme vous le savez, continue à surperformer puisqu'il aura probablement un taux de croissance de 6,4 sur l'exercice 2025. Ça va être les 13-14 février. Hier, 11 février, c'était la journée mondiale pour un Internet plus sûr ou encore Safer Internet Day. Cette journée vise à sensibiliser les jeunes à l'usage responsable du numérique. Des jeunes interrogés à Porto Nouveau se sont prononcés sur le sujet dans ce reportage signé Viti Sahoré. Même espace physique, même Wi-Fi public, mais connectés sur différentes plateformes. Internet rassemble ces jeunes. Ils sont conscients de l'insécurité numérique à laquelle les expose un Wi-Fi libre d'accès, mais ils disent prendre des précautions. Je n'appuie pas sur n'importe quel lien. Si le lien n'a pas de cadenas, moi je n'appuie pas dessus. En fait, je regarde bien le lien, le contenu du lien, c'est tout ce que ça donne. Si c'est un bon lien, je clique dessus. Si ce n'est pas un bon lien, si c'est du fake, je sais en même temps. Et aussi, j'ai quelques applications, je mets le lien dedans. Si c'est venant d'un arnaqueur, je le sais en même temps. Je ne clique pas sur tous les liens, je ne vais pas sur tous les sites. Et ensuite, il y a des coquilles que je n'accepte pas. Parce qu'en réalité, il y a des techniques d'arnaque que souvent les gens mettent en œuvre pour facilement arnaquer. J'ignore certaines choses, mais si je ne connais pas quelqu'un et la personne m'envoie des invitations, j'ignore la personne, je n'ai rien à voir avec ces personnes-là. Des dispositions prises pour l'usage d'un Internet plus sûr, c'est un écosystème d'échange dans lequel on évite de s'attirer des déconvenus et surtout de faire du mal aux autres. On ne pourra pas parler de sûreté à 100% une fois que déjà nous nous retrouvons sur Internet. Mais en majorité, nous pouvons quand même réduire les risques. Et le premier facteur de réduction du truc, c'est d'abord l'individu. Il faut travailler sur l'individu, c'est-à-dire les campagnes de sensibilisation, les formations et consorts, pour amener l'individu à s'auto-protéger soi-même d'abord.
À l'ère de l'intelligence artificielle, s'assurer une protection sur Internet devient crucial pour un maniement efficace et positif des technologies numériques. Pour une utilisation responsable, il faut d'abord chercher à se sécuriser. Les mots de passe sécurisants. Quand on parle de mots de passe sécurisants, je prends un exemple, une combinaison de plusieurs caractères, des caractères spéciaux, des chiffres et lettres respectant plusieurs cases. Ça, c'est un niveau de sécurisation. Il y a des authentifications à double facteur. Je prends par exemple Facebook ou WhatsApp, vous vous authentifiez avec des identifiants trucs et ça vous demande un second niveau d'authentification. L'usage d'un Internet plus sûr reste un acte individuel pour la sécurité et la citoyenneté numérique. Outil d'aide à l'éducation de l'enfant, le dialogue parent-enfant s'impose. Il contribue à construire une relation de confiance, notamment face aux dérives des médias sociaux. Une mère partage avec nous son regard sur le sujet et quelques conseils. Elle est au micro de Jennifer Sachivi et François Zinsou. Vu que nous allons tous travailler et que nos enfants également vont à l'école, quand nous, parents, nous rentrons à la maison le soir, nous devons pouvoir appeler nos enfants pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur journée, comment a été la journée, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau. Et quand nous faisons ce préalable-là, nous avons la possibilité de savoir les ressentis de nos enfants, nous avons la possibilité de connaître ce dont ils ont besoin, de pouvoir les orienter, de pouvoir les guider. C'est souvent la sexualité qui est un sujet tabou pour nous parents d'aujourd'hui. Mais je pense que même si on ne donne que ce que l'on a reçu, nous devons pouvoir avoir nous-mêmes notre propre éducation sexuelle aujourd'hui pour pouvoir éduquer sexuellement nos enfants. Si nous ne le faisons pas, si nous mettons les tabous et autres dedans, nous allons passer à côté de l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont aller dans n'importe quelle dérive et nous ne pouvons pas récupérer. Parce que quand un enfant fait une bêtise, le nom de la famille porte loin et vous-même, parents, vous êtes éclaboussés. Donc oui, il faut obligatoirement parler de tout et montrer même que vous n'êtes pas expert, que vous êtes parent, mais vous êtes vulnérable. Quitte à ce que des fois même vos enfants vous conseillent. Parce que oui, les enfants aujourd'hui sont plus intelligents que nous et donc ils ont certaines informations que nous n'avons pas. Et l'enfant aura du plaisir à partager ce qu'il aura entendu autour de lui avec vous, quitte à ce que vous, en tant que vous lui dites, oui, ce que tu as entendu, c'est vrai, mais pour que tu puisses te protéger, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Tu pourras aussi bien jouer ton rôle de parent. Donc, pas de sujet tabou, on parle de tout. Et puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des canaux digitaux qui rendent plus accro nos enfants, où tout le monde a envie de s'afficher, il faut pouvoir expliquer aux enfants que quand vous mettez votre image sur un canal digital, c'est que vous vous exposez. Et si vous vous exposez, on peut prendre votre image pour faire n'importe quoi. Au-delà des angoisses suscitées par les débats agités dans l'opinion sur un troisième mandat anticonstitutionnel de Patrice Talon, des réflexions fusent pour que les Africains conçoivent in fine des régimes démocratiques plus stables, comme en Europe et en Asie. C'est le souhait d'ailleurs du coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon. On écoute Janvier Yaweleou. Nous avons réussi, comme disait le professeur Devoe-Djire, avec la fatalité. Nous sommes passés de Cototrou à Cotopavé. Et un monsieur est venu, un homme, je dirais, providentiel, qui s'appelle Nicéphore Soglo, qui en 5 ans a redressé ce pays. Et on est passé, si je prends le cas du coton, on est passé de 90 000 tonnes en 1990 à plus de 350 000 tonnes en 1996. Le Bénin a changé. Le monsieur a tellement travaillé qu'on a surnommé Hercule. Mais par quel phénomène les Béninois ont pu chasser un président du genre pour ramener la mafia au pouvoir? Sous Soglo, la Sonapra contribuait au quart du budget national. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette Sonapra-là, les copains du chef de l'État vont prendre le coton à 0 francs à Sonapra, ils vont vendre et les plus sérieux viennent retourner les sous après. Mais il y a un monsieur qui, à lui tout seul, a acheté pour 14 milliards à la Sonapra, n'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui.
Et pour sauver la campagne, le président Yaya Boni a dû décaisser 11 milliards du trésor public pour pouvoir payer les transporteurs et autres et sauver la saison. Est-ce que vous vous rappelez, quand pour couvrir le vol, le bureau du ministre, on l'incendie. Le bureau du directeur financier, on l'incendie pour faire disparaître toutes les preuves. Et vous vous rappelez, nous avons réussi à soulager les caisses de la Sodacop de 16,6 milliards dans ce pays. Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on est passé d'un pays qui décollait et on revient à un pays qui recule. Ce n'est pas honteux? Pour moi, c'est honteux. Dans ce pays, la douane a arrêté un ministre à l'aéroport avec une somme de 900 millions. Le peuple s'écrie et le chef de l'État vient gaillardement à la télévision. Il dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Quelqu'un a perdu son argent. C'est pas honteux ça. Un Français qui a l'habitude de venir voir la belle famille, qui a mis 4 ans avant de revenir. Il me voit, ça fait à peu près 8-9 mois, et il dit, mais Janvier, votre président, vous êtes sûr que c'est un homme, celui-là? Il dit, mais non, c'est un extraterrestre. On ne peut pas construire un pays de cette manière en si peu de temps. Et c'est quand il s'est expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais on ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur. Si nous remontons un peu en arrière, vous aurez dit la même chose pour Yaya Boni par le président? Et pourquoi? Jamais. Mais attendez. Alors comment on fait alors dans ce cas de figure? Tous les scandales que j'ai dénoncés, c'est sous qui? Très bien. Alors donc vous comprenez le risque, la raison fondamentale pour laquelle un peuple ne peut pas confier son destin à un homme qui bénéficie d'un système qui lui donne la longévité au pouvoir ad vitam. C'est-à-dire qu'il emprisonne ce peuple dans une impasse. Le système chinois est exceptionnel. Cette Chine ne connaît pas de démocratie. La Chine a choisi son modèle. Le 14 février, nous célébrons la Saint-Valentin, la fête de l'amour, une bonne occasion pour les commerciaux de faire également des affaires, une tendance qui prend chaque année de grandes proportions. Mais comment s'est-elle imposée au fil du temps? Justement, nous allons remonter aux origines et c'est avec les éclairages du prêtre catholique Hubert Kedouidé de l'archidiocèse de Cotonou. Valentin, c'est un prêtre italien qui a vécu dans les années 270 et qui aurait, pendant la guerre, célébré beaucoup de fiançailles et de mariages. Il est mort martyr et depuis ce temps jusqu'au pape Alexandre VI, eh bien, qui a préféré l'invoquer en mémoire de tous ceux et celles qui se sentent appelés l'un et l'autre à fonder une famille. Ça, nous sommes au XVe siècle. Et on ne connaît pas, en tout cas, l'histoire ne nous donne pas en détail sa vie et sa naissance. L'histoire sait qu'il a été martyrisé le 14 février. Et donc, cette date-là, c'est son entrée à la vie, une vie que la mort ne peut plus détruire, la vie éternelle. Et c'est cela que le pape Alexandre a voulu mettre en exergue en choisissant le 14. Donc à partir du XVe siècle, les gens évoquaient Saint-Valentin et avec le temps, c'est passé de sorte que le 14 février est considéré comme l'histoire des saints qui ont évangélisé les Slaves. Et c'est à l'époque moderne que le monde, avec la remorque de l'économie, a souhaité remettre cette fête en vogue. Et le 14 est devenu la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, occasion de faire beaucoup d'économies, occasion aussi de faire des rencontres et des festivités. L'Église éveille ses fils et ses filles à ne pas prendre cette journée comme une journée de déviation, de fragilité, mais une journée de consolidation de leur amour. Et vous savez très bien que c'est l'amour qui fait la vie. C'est l'amour qui fait la vie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.